Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. L'Échiquier international se penchera sur ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Le temps est peut-être venu pour un petit peu plutôt orienter les projecteurs vers cette région et voir ce qui s'y passe et tenter de comprendre justement ce qui s'y déroule. Alors la Nouvelle-Calédonie, comme je le disais, secouée depuis le 13 mai par un mouvement de colère, de manifestation, une région déjà en proie à des tensions depuis déjà plusieurs mois. Que se passe-t-il donc en Nouvelle-Calédonie et qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement de refus et de révolte de la part des Kanaks? Pourquoi la France a-t-elle du mal à contrôler ce mouvement de plus en plus grandissant? Justement, depuis ce matin, donc le président français est en visite en Nouvelle-Calédonie, arrivera-t-il à apaiser les tensions? Lui qui ne compte pas revenir en arrière, en tous les cas, c'est la première phrase qu'il a présentée ou qu'il a annoncée donc dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Retour aujourd'hui et ce soir sur cette situation inédite dans l'archipel français après l'état d'urgence qui a été décrété. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. Abdelhak Maki, professeur en sciences politiques et expert des questions internationales. Monsieur Abdelhak Maki, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Et bien merci, avec plaisir. Merci, le plaisir est pour nous. Hicham Lamissi, analyste géopolitique, il est également secrétaire du JPRI, l'Institut international de la paix, basé à Genève. Hicham Lamissi, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à vous. Alors, pour commencer, depuis quelques mois déjà, la Nouvelle-Calédonie est en proie à des tensions assez sévères entre les indépendantistes et les loyalistes et bien sûr avec le gouvernement central qui est celui donc de la métropole. Que se passe-t-il, Abdelhak Maki, pour tenter de comprendre aujourd'hui ce qui se passe en Calédonie? Il faut un petit peu remonter dans l'histoire, mais alors je vous demanderai d'être bref, juste pour expliquer et pour rentrer en matière. Ça serait difficile parce qu'il y a tellement d'informations là-dessus, mais je vais essayer de résumer cela. En fait, dès la fin des années 60, c'est-à-dire encore au moment où la guerre de libération algérienne est encore battante, les Kanaks vont prendre conscience de leur situation et vont chercher à affirmer à la fois leur authenticité en tant que premier peuple de l'île, mais en même temps de montrer leur cohésion culturelle, etc. Il se trouve que il y a eu des manifestations à l'époque, durant toutes les années 60, et les années 70, jusqu'aux événements de l'année 88, où effectivement il y a un projet qui va susciter en tous les cas la réaction des Kanaks, c'est en 1988, et donc qui va aboutir. Donc c'est une crise profonde qui a secoué la République française sérieusement et qui a permis en tous les cas aux Kanaks d'affirmer en tous les cas leurs revendications, notamment par les accords dits de Matignon sous la houlette de Michel Rocard, qui a effectivement qui a été un grand négociateur, il faut dire, et puis il faut dire aussi fidèle à ses engagements humanistes, parce que Michel Rocard a toujours été un anticolonial, il faut le dire, et que de ce fait, il y a eu un accord qu'on a appelé l'accord de Matignon, qui en fait préservait la communauté kanak de façon qu'elle ne soit pas dépassée par les arrivées d'étrangers de tous bords, ou en tous les cas, il faut souligner que la population kanak n'est pas très nombreuse, elle ne dépasse même pas les 300 000 personnes, et qu'il y avait à la fois des colons, des administratifs qui venaient dans l'archipel, mais en même temps les enfants de bagnards, les familles de bagnards qui se sont multipliées, etc., durant toute la période coloniale française, où on expulsait les gens les plus difficiles à maîtriser, comme par exemple des Algériens
Je me souviens, nous avions invité une délégation kanak, enfin des Algériens en Calédonie, qui sont venus à l'époque grâce à M. Lalmi qui a fait découvrir, le cinéaste, donc qui a fait découvrir cette réalité. Oui, déportés. Des Algériens, voilà. Et je me rappelle que ça a été très émouvant puisqu'un des visiteurs a retrouvé sa vieille tante, sa grande-tante à Khanchla. Mais disons, bon, la question c'est que il y a eu sensibilisation de la situation kanak durant les années 80. Il y a eu l'accord Oudinot, donc qui concernait la rue où se trouvait comment dirais-je, le ministère d'Outre-mer, et cet accord confirmait en tous les cas les accords de Matignon. Il y a eu effectivement après un référendum en France qui s'est soldé par une participation très 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 faible, mais quelques années plus tard, il y a eu un référendum pour les Kanaks qui s'est exprimé à la grande majorité, 70% pour, contre 37% contre. Oui. Et avec une participation assez élevée, 70%. Et donc, on a une situation qui est minée depuis des années, des décennies. Oui. Là où actuellement, je ne vais pas tout citer le détail. Absolument, de tous le temps accords, ne le permet etc. pas, oui, pour pouvoir passer aussi à notre invité. Oui, allez-y, M. Abdelhak, mais juste pour conclure. En fait, c'est clair, disons, tous les accords qui ont eu lieu n'essayaient que d'arranger un statut en quelque sorte un statut particulier, c'est-à-dire qui préparait l'autodétermination dans l'île de la Nouvelle-Calédonie. Très bien, M. Abdelhak. Et à l'époque, tous les différents accords ne voulaient pas que les extérieurs à la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire dépassent la population kanak. Et donc, il y a eu des négociations qui ont établi Il se trouve qu'actuellement, le gouvernement actuel a voulu changer la Constitution et donc ça a été admis à la fois à la majorité absolue, presque à l'unanimité, entre le Sénat et la Chambre des députés en France. C'est de façon à donner le vote également à des gens qui ne sont pas d'origine kanak, mais qui sont venus dans le cadre des immigrations. On va y revenir justement, M. Abdelhak Maki. On va y revenir justement. C'est le cœur du problème. On va essayer d'aller doucement pour que tout le monde puisse comprendre également ce qui se passe et pourquoi donc ces développements et comment on en est arrivé là. Hichem Lahmissi, justement, les Kanaks se sont révoltés, les Kanaks ont essayé de s'exprimer à plusieurs reprises par les voies électorales, mais bien sûr le non l'a emporté. Ces Kanaks, il faut le dire, ce sont un petit peu les descendants des premiers habitants de l'archipel. Peut-être ils se sont toujours sentis lésés. Il y a eu quand même une sorte d'inégalité dans le traitement et c'est peut-être aussi ça le facteur numéro 1 dans ce qui se passe aujourd'hui, Hichem Lahmissi? Oui, effectivement, comme vous le présentez, l'une des difficultés fondamentales par rapport à la situation et à la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, outre le fait politique, qui est celui en fait d'une transition qui devait parvenir notamment à une situation d'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie et qui ne s'est pas en fait concrétisée comme elle devait l'être au départ avec les accords de Matignon, parce que les accords de Matignon au départ prévoyaient justement qu'il y ait un espèce d'accompagnement politique dans la transition avec un système référendaire qui devait justement parvenir à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, donc on n'en est pas arrivé là. Oui. Mais entre-temps, la réalité démographique a changé et fait qu'aujourd'hui, les Kanaks, c'est-à-dire le peuple originaire de la Nouvelle-Calédonie, représentent environ 40% seulement de la population. Mais au-delà de ça, et vous l'avez dit, c'est qu'il y a un mal-être économique très profond qui est l'un des moteurs principaux en fait de la révolte aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et notamment le fait que tous les leviers économiques
et notamment tout ce qui tourne autour de l'industrie du nickel, mais aussi toute l'administration, qui est pourvoyeuse d'emplois très bien rémunérés, elle est dominée en fait par des populations d'origine européenne, c'est-à-dire française européenne, et c'est ça en fait l'un des fonds du problème, et quelque chose pour lesquels les autorités françaises auraient pu agir, mais en fait ne l'ont pas fait. Et ça, c'est ce qui interpelle, parce que les intérêts géopolitiques et stratégiques pour la France sont tels, parce que ce qui se joue pour la France, c'est sa place dans l'océan Pacifique, c'est sa place dans la nouvelle configuration, vous savez, de la stratégie Indo-Pacifique d'encerclement de la Chine, avec une zone économique exclusive autour de la Nouvelle-Calédonie qui est absolument énorme, il y a de très grandes richesses en jeu, oui. Et ce qui interpelle, vraiment qui interroge, ce sont des gouvernements successifs qui n'ont pas réussi à régler le problème, comment dirais-je, de la promotion économique des populations Kanaks d'origine, parce qu'en vérité, si les Kanaks parvenaient à accéder à une certaine prospérité économique, un contrôle sur l'économie de l'archipel, je ne suis pas sûr que les revendications indépendantistes soient aussi fortes que celles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, très bien, Hicham El-Hamissi. Abdelhak Mekki, il y a aussi cette histoire de réforme du corps électoral qui a énormément déplu et qui aurait pu être peut-être, pour certains observateurs, à l'origine de cette révolte des Kanaks. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette réforme et que dit-elle surtout ? Plus que révolté, c'est-à-dire que ça oui, bien sûr, on est modéré. Actuellement. C'est une insurrection actuellement qui se produit. Et en fait, le point focal de ce mécontentement, c'est la modification de la loi, c'est-à-dire d'intégrer dans la Constitution française et de changer justement le mode pour lequel les Kanaks comme les loyalistes, donc les indépendantistes comme les loyalistes, soit aux accords de 1988, c'est-à-dire de Matignon, ou les accords Jospin en 98, considéraient qu'ils devaient aller vers l'autodétermination, et comme a dit l'intervenant que vous avez... Monsieur Hicham El-Hamissi. Voilà. Donc effectivement, il s'agissait, avant d'arriver à l'indépendance, il s'agissait de promouvoir l'aspect économique de la population kanak, ce qui n'a pas été fait en 30 ans, jusqu'à maintenant, ou très peu. Mais la deuxième chose, c'est que cette configuration imposait aux Kanaks également de ne pas avoir, d'une part, de pouvoir sur les pouvoirs régaliens en cas d'État, de naissance d'un État, c'est-à-dire ni la défense, ni la sécurité intérieure, ni la monnaie, etc., etc. Et en fait, on allait vers il y a une conscience qui a été prise au sein des Kanaks qu'on allait vers un système type monnaie CFA en Afrique, avec des dominations et tout. Et le fait que le gouvernement Attal ait proposé la modification de la loi électorale, c'est-à-dire de permettre à tous ceux qui sont venus après 98, parce que l'accord, par exemple, Jospin, considérait que tous ceux qui étaient avant 98, les non-Kanaks, pouvaient voter. Mais ceux qui viennent après 98 ne votent pas. Or, entre-temps, il y a eu un remous au niveau de la population, si bien qu'aujourd'hui, les Kanaks sont minoritaires, absolument minoritaires. Et donc, les indépendantistes se sont soulevés, parce que il ne faut pas prendre ça comme simplement un ressentiment populaire. Non, c'est une insurrection qui est fondée sur idéologiquement, parce que les Kanaks se réclament du socialisme spécifique, certes, mais du socialisme, et donc ils veulent absolument confirmer tous les accords qu'ils ont signés pour avoir leur indépendance. Ça devait se faire entre 2014 et 2018, ça ne s'est pas fait, d'accord ? Et donc aujourd'hui, on revient sur la remise en cause du système électoral.
Oui, très bien. par la loi Macron. Voilà. Très bien, Abdelhak Mekki. Hichem Lamisi, alors les Kanaks sont en droit de revendiquer leurs droits. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a ce système, comme le disait Abdelhak Mekki, du fait qu'aujourd'hui, on est en train d'inverser la donne démographique en Nouvelle-Calédonie pour donner une suprématie quand même aux ce qu'on appelle les descendants des colons ou des blancs, c'est-à-dire ce qu'on appelle comme ça communément les Caldoches. Il y a également ces Français qui viennent de métropole et qui commencent à prendre de la place, à prendre de l'emploi, à prendre des diplômes et qui de plus en plus marginalisent ces Kanaks. C'est un peu le même procédé qui est employé par certaines puissances coloniales, comme par exemple en Palestine. Donc ceux qui viennent de l'étranger ont immédiatement la nationalité israélienne entre guillemets et donc ont des avantages. La même chose pour ce qui est par exemple du Sahara occidental avec les Marocains. On essaye un petit peu d'investir les territoires occupés pour justement dire qu'il y a plus de Marocains que de Sahraouis. Ce procédé, au fait, a donné le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette grande révolution des Kanaks. Oui, effectivement, on est en train d'assister de toute façon à une insurrection. C'est un mouvement insurrectionnel. C'est pas simplement un mouvement social, même si il est motivé en grande partie par une problématique économique. Il faut prendre tous les éléments d'analyse pour les prendre en considération. Et puis, il y a cet effet détonateur, c'est le fait que cette réforme de la loi électorale, réforme sur le corps électoral, est problématique parce qu'elle a donné l'impression aux indépendantistes qu'en fait, la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie était réglée, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie ne sera jamais indépendante, et ça, il en est absolument hors de question pour les populations kanak indépendantistes, parce que c'est comme si vous étiez en train de jouer une partie de football, et puis pendant la partie, l'arbitre décide de changer les règles du jeu, en disant qu'au lieu de comptabiliser un but, eh bien, lorsque le ballon passe au-delà de la ligne, en fait, c'est le contraire, enfin voilà, vous imaginez un petit peu, et donc c'est ce qui a mis le feu aux poudres, et en l'occurrence, les autorités françaises ont fait preuve d'une légèreté qui interpelle, et il y a vraiment un, comment dirais-je, vraiment un problème de compétences politiques qu'il faut aujourd'hui poser, et qui est à mettre aussi en relation avec ce qui se passe dans le Sahel, avec tout ce qui s'est déroulé ces dernières années, avec le rejet de la présence française, qui aurait pu se passer très différemment si les politiques avaient été des politiques intelligentes et bien pensées. Dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, je ne dis pas que il n'y a que deux options, c'est-à-dire l'indépendance ou la continuation de ce qui a existé jusqu'auparavant, mais du côté même des indépendantistes kanaks, il y avait un espace pour trouver une politique entre guillemets de coopération avec la France qui permette à la France de continuer à profiter d'un certain nombre d'intérêts dans la région et aux Kanaks eh bien, de pouvoir accéder à leurs aspirations les plus profondes, celles de devenir un État indépendant. Et là, aujourd'hui, le risque, c'est qu'on pousse en fait à la radicalisation une grosse partie de la population kanak qui se trouve dans une situation où l'option qui lui est laissée, c'est un petit peu ce qui est arrivé en Algérie avant les débuts de la révolution algérienne en 1954, c'est-à-dire à partir du moment où le jeu électoral est pipé et ne correspond pas en fait exactement à la situation qui permettent de faire prévaloir ces revendications légitimes, eh bien, ils sont poussés à un autre scénario et c'est véritablement problématique aujourd'hui. D'autant plus, et là je pèse mes mots, c'est le fait que la configuration géopolitique du monde a changé très profondément et que l'attitude agressive d'un certain nombre de puissances occidentales à l'égard de la Chine dans l'Indo-Pacifique n'est pas là pour aider en réalité la France. Et j'irai même plus loin, derrière ceux qui poussent un petit peu peut-être certains indépendantistes à prendre le chemin d'une logique de divorce définitif avec la France, il y a aussi des alliés de la France. Je pense notamment à certains pays anglo-saxons, notamment l'Australie, qui voient d'un très mauvais œil le fait que la France puisse continuer à exploiter librement, comme elle le fait, des stocks de nickel qui sont d'une importance stratégique dans le cadre de la nouvelle transition économique que l'on connaît.
Alors justement, Abdelhak Mekki, maintenant que Macron s'est déplacé en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les réponses qu'il pourra apporter, d'autant plus qu'il dit que je suis là pour apaiser les tensions, mais pas pour revenir en arrière. Donc le tout sécuritaire reste, c'est ce qu'on comprend. Quelle solution devant, si vous voulez, cette façon de camper sur ses positions? Écoutez, pour avoir fait partie d'un groupe de recherche sur les négociations internationales à Genève, je tiens à dire que ce qui est étonnant dans le gouvernement français actuel, c'est qu'on n'a pas tenu compte du processus de négociation depuis 1988. En fait, c'était un processus formidable parce qu'il conduisait justement la promotion de la communauté kanak, mais en même temps un développement de toute la région de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est plusieurs îles à la fois. La chose, c'est qu'en fait, il y a un certain entêtement dans la façon de voir les choses aujourd'hui. Et je pense que c'est le fait que, plutôt que de parler de la Chine et des ambitions des uns et des autres, je pense que c'est une affaire franco-française, dans la mesure où on ne veut plus qu'il y ait ce type de travail qui se fait au niveau de l'indépendance, puisqu'on devait, en principe, la Nouvelle-Calédonie aurait été, en tous les cas, elle aurait pu s'autodéterminer déjà en 2018. On ne l'a pas fait. Et puis là, on revient avec une loi. Comment il va apaiser Macron? C'est uniquement en reprenant le processus de négociation, parce que apparemment, on n'arrive pas, en tous les cas, à créer les conditions jusqu'à maintenant, puisqu'on a parlé des problèmes économiques de la communauté, etc., les conditions d'une accession à l'indépendance ou d'une fédération avec la France. Le résultat est à prévoir selon le développement politique de la chose. Mais voilà, c'est qu'en fait, on est dans une situation où le gouvernement semble, sourd et non-voyant, parce qu'il ne voit pas que, en fait, Matignon, Jospin, c'est-à-dire les socialistes, ont réussi formidablement à déminer la question alors qu'elle était beaucoup plus grave. Parce qu'il y avait des dirigeants de grande taille dans le mouvement indépendantiste. Je ne parle pas simplement de Djibaou, mais il y avait de grandes personnalités qui ont aussi marqué la négociation. Et donc arriver à des résultats. Aujourd'hui, avec la jeunesse kanak, on ne peut pas arriver au même résultat si on les prend comme on les a pris avec cette loi constitutionnelle. Et donc, il reste des problèmes qu'il faut régler. Et donc, Macron ne peut que dire il est venu apaiser, certes, mais en tous les cas, il est obligé de revenir à l'ancien système des négociations, à mon avis. Justement, est-ce qu'on peut considérer, Hicham Lahmisi, que ce projet de loi constitutionnelle qui vise à dégeler le corps électoral n'a fait au fait que donner davantage de complexité à une situation qui aurait pu d'emblée être réglée, comme le disait donc Abdelhak Mekki, et on aurait pu éviter toute cette tension et cette révolution et cette insurrection des Kanaks? Le problème de cette réforme électorale, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on vient changer les règles du jeu en cours de route. Et ça, c'est problématique. Oui. Et là où c'est dangereux, c'est que ça remet en cause le climat de confiance entre les différents acteurs. Parce qu'en fait, du côté kanak, on va se retrouver dans une situation, surtout si le président français s'entête dans cette position, que moi je trouve complètement irréaliste politiquement, parce que la réalité est beaucoup plus grave que la perception que semble en avoir le gouvernement à Paris. C'est-à-dire qu'en réalité, l'insurrection auquel nous sommes en train d'assister n'est que le début d'un phénomène qui ne va pas s'arrêter simplement aux affrontements que nous observons aujourd'hui, et qui va s'inscrire en réalité dans le temps, parce que les problématiques sont des problématiques nombreuses. Et là où ça pose justement un problème absolument édifiant, c'est que cette réforme du corps électoral donne l'impression à la population kanak qu'en vérité le gouvernement français a voulu passer en force et
d'une certaine façon, a remis en question l'esprit des accords de Matignon. Les accords de Matignon, d'un certain point de vue, étaient admirables parce que chacun a pris la responsabilité sur lui de dire eh bien, que la réalité est ce qu'elle est, c'est-à-dire que les Kanaks veulent aboutir à l'indépendance et que Paris et Nouméa, c'est-à-dire les mouvements indépendantistes, se mettaient d'accord pour en définir en fait le chemin, la conduite et la nature de la relation, notamment avec l'ancienne puissance coloniale ou la puissance coloniale selon les indépendantistes, c'est-à-dire la France. Et le cadre d'une solution fédérale pouvait être une solution tout à fait envisagée, honorable pour chacune des parties. Et au lieu de cela, ce auquel on a assisté, c'est une émigration de plus en plus importante, entre guillemets, de populations venues des régions avoisinantes, de populations françaises qui s'installaient, et en considérant que la Nouvelle-Calédonie, en fait, devait être régie comme elle était en France métropolitaine, c'est-à-dire en gros sur la base d'une citoyenneté française, alors que il y a eu les accords de Matignon entre-temps, il y a eu un mouvement indépendantiste entre-temps, et ça, c'est un refus de reconnaître le réel. Et le risque, c'est que si le mouvement s'arrête, il va reprendre d'une autre façon et certainement de manière encore plus radicalisée. Très bien, merci beaucoup Hicham Lahmissi. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, secrétaire du JIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix basé à Genève. Merci également à Abdelhak Maki qui est expert en questions internationales et analyste et en même temps professeur de sciences politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.